Sur ces images, hommages et émotions, quelques jours après la mort de 3 policiers suite à un terrible accident, 3 jeunes policiers à Roubaix, Emmanuel Macron est sur place à la rencontre des familles endeuillées pour un dernier hommage. Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions, bien sûr. Une cérémonie aussi pour dire la solidarité aux policiers tout d'abord et plus largement à tous les agents de l'État face auxquels ils font face à de terribles violences. Évidemment, ces derniers mois, on va avoir l'occasion d'en parler. Vous voyez ces images, on attend la sortie du président de la République. Il s'entretient en ce moment même avec les familles de ces 3 jeunes policiers. La cérémonie est à suivre, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Audrey Berthaud. Bonjour Sonia, bonjour à tous. En effet, on attend d'une minute à l'autre cet hommage, un hommage à suivre sur CNews. Le chef de l'État doit rencontrer les familles et donc les collègues de ces 3 jeunes policiers tués, puis prendre la parole. Les 3 policiers, Paul, Steven et Manon, recevront la Légion d'honneur à titre posthume. Dans le reste de l'actualité, après ce terrible drame, cette infirmière tuée en début de semaine, la question de la sécurité autour des soignants se pose. François Braun, ministre de la Santé, est en train d'échanger avec les syndicats via visioconférence. Il souhaite rassurer les syndicats. Je vous propose de l'écouter. Face à cette montée des violences, mon premier et mon principal message est de rappeler qu'il n'y a pas de violence banale, qu'il n'y a pas de petite violence. Injurier un soignant, ce n'est pas une incivilité, c'est une violence. Lever la main sur une infirmière, ce n'est pas un geste d'humeur, c'est une violence. Dégrader le véhicule d'un médecin, menacer un professionnel, lui cracher au visage, ce sont des violences qui sont toujours inacceptables. Tous les ans, ce sont 25 millions d'euros que nous consacrons au plan de sécurisation des établissements qui doit permettre de sécuriser cette situation. Je veux que dès demain, chaque établissement se mette au travail pour identifier et recenser toutes ces failles, tous ces points de vulnérabilité et les combler au plus vite. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Hier, un homme de 30 ans a été tué par balle en pleine rue dans le 8e arrondissement de Paris. À ce stade, la piste du règlement de compte est privilégiée. Les auteurs ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. Selon une source policière, la victime était un agent immobilier. Il était connu de la justice pour divers faits de violence. 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Les Républicains ont appelé Emmanuel Macron à organiser une consultation sur la question de l'immigration. Écoutez justement Marine Le Pen à ce sujet. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin. Le référendum que veut faire le projet pour lutter contre l'immigration de LR, c'est le projet du RN, mais commandé sur Wish, quoi. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, c'est moins complet, c'est moins tout ce qu'on veut. C'est peut-être constitutionnel. C'est peut-être constitutionnel. Mais ils ont été au pouvoir, ils ont aggravé considérablement l'immigration avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, voilà, tant mieux, je ne peux pas m'en plaindre. Mais encore une fois, ils portent une responsabilité importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Et voilà pour l'essentiel, Sonia, à midi. Et c'est cette cérémonie d'hommage, évidemment, qui représente pour les familles endeuillées, mais pas seulement, au-delà, bien sûr, de la famille, bien des forces de l'ordre, et puis de l'ensemble des Français. Une cérémonie pour rendre hommage à ces 3 policiers morts suite à un terrible accident, 3 jeunes policiers à Roubaix. Emmanuel Macron est sur place, il est en train de s'entretenir avec ses familles. Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions. On va évidemment vivre tout cela ensemble. Et puis, je le disais tout à l'heure, une cérémonie aussi pour dire toute la solidarité par rapport aux agents de l'État, plus largement à ceux qui portent un uniforme et qui sont souvent victimes d'agressions, de violences, d'insultes et, dit-on aussi, d'incivilités. Merci d'être là et bonjour à vous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. On imagine votre émotion, qui est aussi la nôtre, évidemment, mais vous faites partie au premier plan de cette famille et des forces de l'ordre. Gauthier Lebret est avec nous, Maxime Thiebaud, Paul Melun, Naïma Fadel et Caroline Pilastre. On voit aujourd'hui, et en ce moment même, ces forces de l'ordre qui sont en train de se préparer cette cérémonie. On imagine aussi les mots qui doivent être dits par le président de la République à ces familles endeuillées, même s'il n'y a pas de mots suite à ce terrible drame. Malgré tout, cette présence et cette cérémonie sont plus qu'essentielles, bien sûr. Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Déjà, je me permets de faire un petit aparté pour avoir une pensée toute particulière. Bien évidemment, vous comprendrez, pour les familles de nos 3 collègues, Manon, Paul et Steven.
trop souvent, on est amené à s'exprimer sur les plateaux télé et on préférait ne pas le faire dans ce genre de circonstances. Et moi, ça me ramène toujours à ce que j'ai vécu en arrivant dans la police nationale, jeune policier stagiaire. Première cérémonie à laquelle j'ai participé, c'est une cérémonie comme celle-là pour Catherine Choukroun en 1991, quand elle s'est fait abattre à la sortie du périphérique alors qu'elle était en mission classique de police, comme ça a été le cas pour nos 3 collègues. La présence du président de la République est un signe fort. Alors malheureusement, on l'attendait dans d'autres circonstances que celle-là. Je veux dire, c'est vraiment le concours de circonstances qui fait que c'est à cette occasion qu'il va réaffirmer tout son soutien aux forces de sécurité. Nous le demandions depuis quelques mois déjà et de manière unanime parmi les syndicats de police. C'est aussi un signe fort pour les représentants de l'État en général, bien évidemment, parce que je pense que nous sommes dans une période où trop souvent les représentants de l'État sont mis à mal, vous le disiez tout à l'heure, agressés, violentés, voire tués. Et donc c'est important que l'État, par la voix du président de la République, puisse réaffirmer tout son soutien. Alors dans quelques instants, tout au long de cette cérémonie, les cercueils de Manon, Steven et Paul seront alignés dans la cour de l'École nationale de police de Roubaix. C'est une image qui sera forcément saisissante. Ce sont des familles fauchées, des destins brisés. Il y a la fatalité de l'accident et puis il y a la réalité d'un accident avec un conducteur alcoolisé, drogué. C'est aussi le débat qui va avoir lieu sur ce sujet, qui a déjà lieu depuis déjà quelques jours, Gauthier Lebret. Faut-il attendre dans de telles circonstances un mot du président à ce sujet, ou plus largement, il y aura vraiment le message de solidarité à l'égard de tous ces agents ? Je pense que la politique, il va peut-être la laisser de côté le temps de cette cérémonie. Emmanuel Macron, il en a fait hier de la politique sur le moment dans lequel nous étions, un moment de décivilisation selon le président. Je pense qu'il l'a fait de manière consciente en faisant fuiter ce terme-là à la presse après le Conseil des ministres. Aujourd'hui, évidemment, c'est le temps du recueillement, le temps de l'échange avec les familles endeuillées. Le président devait faire au début, avant ce drame, un déplacement dans le Var. Et puis, dans un premier temps, c'est Gérald Darmanin qui aurait dû présider cette cérémonie quand il s'est rendu sur place lundi à Roubaix. Finalement, le président a fait le choix, plus que sans doute le meilleur choix possible, en y allant lui-même, en présidant lui-même cette cérémonie, accompagné de Brigitte Macron, pour évidemment être aux côtés des forces de l'ordre dans ce moment de douleur. Très rapidement, le ministre de l'Intérieur, malgré tout, Gérald Darmanin, a évoqué un contexte plus large. Paul Melun, il a évoqué aussi un débat, en tous les cas une forme j'allais dire, de pas de côté d'une partie de la classe politique, de violence verbale qu'on pourrait lier dans un continuum à une violence physique. Est-ce qu'il faut aussi, même si là nous sommes dans le cadre d'un terrible accident, avoir ce débat aujourd'hui et dire que certaines choses ne sont plus possibles et qu'elles peuvent mener au pire ? Bien sûr, bien sûr. Alors là, effectivement, dans le cadre de la cérémonie et de l'hommage que l'on doit tous à ces policiers tués, on pense surtout à la dangerosité inhérente au métier. Et je pense effectivement, et ça fait la jonction avec votre question, qu'un certain nombre d'élus, de politiques, d'acteurs médiatiques ou intellectuels ont oublié cette dimension du danger qui suppose une vocation de courage immense de la part de nos forces de l'ordre qui prennent des risques pour leur vie. On pense évidemment à leurs familles, parce que les familles savent que lorsque le mari ou l'épouse part travailler, c'est pas un métier comme un autre. Nous, quand on part travailler, nos proches ne se disent pas « mais est-ce qu'il va revenir ?» Là, la femme ou le mari d'un policier se dit effectivement, il prend un risque. Et je pense que ça devrait nous appeler, ce type de drame absolument tragique, notamment la classe politique qui, à certains égards, s'est montrée irresponsable en expliquant que la police tuait, de dire non, là c'est la police qui est tuée, et donc maintenant, certains messieurs insoumis, arrêtez un petit peu avec ce genre de fadaise et juste respecter ceux qui se battent au quotidien pour qu'on puisse tous être en paix. Voilà. Ce qui est d'autant plus saisissant, évidemment, ce n'est pas une question, il n'y a pas d'âge, ce sont des policiers qui sont morts, qui sont partis en plein milieu de leur mission, mais quand même, on est saisi par la jeunesse de ces 3 policiers. Ils venaient de sortir de l'école, il n'y a pas tout un parcours, tout un vécu, etc., qui sont fauchés ainsi. J'imagine que c'est d'autant plus saisissant, même s'il ne faut pas faire de différence. Voilà. Ils viennent d'arriver, ils allaient embrasser une mission, une vocation, quelque chose qu'ils aimaient certainement. Quand un policier se fait tuer dans telles circonstances, je dirais peu importe l'âge, mais quand en plus ce sont des jeunes qui ont toute la vie devant eux, toute leur carrière, un de mes fils à leur âge. Donc vous comprenez bien toute l'émotion que j'ai en plus à titre très personnel de voir cette cérémonie. Et aujourd'hui, ça doit être une journée d'unité et de solidarité nationale. Et je vous remercie des propos que vous avez tenus, monsieur, parce qu'effectivement, il est bon de rappeler
que les policiers comme ceux-là, ce sont des policiers qui sont intervenus dans le cadre de la police secours. Vous vous rendez compte, on a besoin de le rappeler aujourd'hui. Ils interviennent pour aider, pour secourir, pour assister. Et être fauché comme ça dans de telles circonstances, c'est toujours dramatique, quelles que soient les circonstances. Mais quand en plus il s'agit, entre guillemets, d'un banal accident de la route, ça pose beaucoup de questionnements sur la drogue, sur l'alcool, quand on conduit un véhicule. Ce qui nous saisit tous, et je pense qu'ils nous écoutent et nous regardent, Maxime Thibault, c'est qu'on a besoin de rappeler, presque on a besoin de rappeler que la police est républicaine, que la police ne tue pas. On a besoin de le rappeler à qui ? À certains responsables politiques quand même. À certains responsables politiques, à beaucoup de Français aussi, parce qu'aujourd'hui c'est l'ensemble des forces de sécurité intérieure qui sont en deuil. Ça va du gendarme, et on voit le général Rodriguez qui est présent. Vous verrez à l'image, on voit un général de gendarmerie, c'est le patron de la direction générale de la gendarmerie nationale, qui est présent aux côtés des policiers. Mais ce sont aussi les pompiers qui sont victimes dans certains quartiers français d'actes de violence, des pompiers qui sont là pour sauver des vies, tout comme les policiers et les gendarmes. C'est aussi une pensée pour les douanes, c'est une pensée en fait pour l'ensemble de cette action physique de l'État qui agit pour faire appliquer la loi et pour garantir nos libertés. Donc c'est sûr que quand la liberté est représentée par 3 jeunes qui se font faucher dans de pareilles circonstances, on ne peut être que plein de tristesse. Et vous savez... moi, je mets de temps en temps l'uniforme en tant qu'officier de réserve dans la gendarmerie. Il m'arrive de faire des transports de personnes pour aller dans un hôpital et forcément, on se projette et on se dit qu'on aurait pu être à la place de ces 3 policiers lors d'un transport de personnes et puis être fauché comme ça. Donc oui, l'émotion est certaine. Évidemment, auquel on va remettre les insignes de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est toujours un moment saisissant. Voilà des jeunes gens à la fleur de l'âge. On a vu malheureusement ces images déjà par le passé pour différentes occasions. On l'a vu pour nos policiers, on l'a vu pour nos militaires. Mais c'est vrai que cette remise d'insignes à titre posthume, d'abord, c'est important parce que c'est aussi la reconnaissance de la République par rapport à des missions qui sont faites au nom de l'État. Mais on se dit quand même à titre posthume. Et ça n'enlève pas évidemment la blessure et l'émotion autour de ce drame. En fait, c'est extrêmement, effectivement, triste. Et ce drame nous rappelle combien on doit à nos forces de l'ordre qui, au péril de leur vie, risquent la leur. Et combien, moi, j'aimerais qu'il y ait un soutien inconditionnel de l'État et un soutien inconditionnel des représentants de la République et des élus qui sont normalement élus pour représenter la République et pour servir la République et pour servir le peuple. On voit sur cette image le préfet de police, Laurent Nunez. On voit également le président de région, Xavier Bertrand. On voit tous ces responsables, saints de leur écharpe. Le député insoumis, David Guiraud, Adrien Quatennens. Le député insoumis, voilà, mais ce sont... Les vice-présidents de l'Assemblée nationale Quand on évoque ces débats sur la police, on évoque aussi les paroles des insoumis. On évoque aussi certaines images, parce que ce débat, plus largement, en tous les cas celui que l'on tient depuis quelques jours, sur violence verbale, continuum versus violence physique, certains disent aujourd'hui, le président de la République notamment, et la majorité disent que ce n'est pas possible. On ne peut plus laisser aujourd'hui une violence verbale s'installer et qui peut conduire à une violence physique. Non, mais que faire ? À part faire preuve de fermeté sur le plan pénal. Évidemment que c'est une tragédie innommable, doublement vu la jeunesse de ces victimes. On ne peut penser qu'à leur famille actuellement. Mais en dehors de ça, moi j'aimerais aussi parler de la question des addictions. Parce qu'il faut faire de la prévention et de la sensibilisation. On sait très bien que la drogue est illégale. Mais pourquoi ne pas sensibiliser au même titre que la question de l'alcoolisme ? C'est un tabou Oui, c'est un tabou, mais malheureusement, on sait très bien que dans tous les domaines de la société, il y en a. Donc il y a un moment donné, les paroles sont réconfortantes, cette cérémonie est poignante, mais il va falloir agir en dehors des éléments de langage et de la communication. Vous avez entièrement raison, Caroline Pléas, parce que le mot qui a suscité énormément de débats, on en parlera tout à l'heure, de décivilisation, une fois que c'est dit, parce qu'on peut épiloguer des heures et des heures sur la nature de ce mot, et après, Monsieur le Président, quels actes ?
Mais on sait pourquoi les gouvernements successifs se sont d'ailleurs trompés et n'ont pas voulu faire de prévention. C'est parce que dans leur logiciel, c'était interdit. L'alcool étant autorisé, on fait de la prévention sur les abus liés à quelque chose d'autorisé. Le cannabis étant interdit, pire la cocaïne également, on ne va pas faire de prévention sur quelque chose qui n'est pas autorisé, qui est illégal. Donc c'est là où sans doute effectivement les gouvernements successifs se sont trompés. Et sur le terme de décivilisation, alors évidemment c'est un terme fort qu'utilise le président, un terme choc. Alors il faut rappeler les origines de ce terme. C'est les mêmes choses. Je vais vous laisser rappeler les origines, mais un mot qui frappe les esprits pour provoquer, susciter le débat, et puis plus rien. C'est comme le mot ensauvagement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bien sûr, mais c'est bien qu'on se mette d'accord. C'est souvent pareil avec Emmanuel Macron et son gouvernement. On met les mots sur les choses, bons ou mauvais, et après, effectivement, l'action ne suit pas. Alors, ce mot, contrairement à ce qu'on peut voir, ne vient pas que de Renaud Camus. Effectivement, il y a eu un livre qui s'appelle Décivilisation de Renaud Camus, le théoricien donc, du grand remplacement, donc évidemment marqué à l'extrême droite. Mais ça vient aussi de Norbert Elias, grand sociologue allemand, qui a écrit énormément sur la montée du nazisme. Donc l'inverse, si vous voulez, de Renaud Camus. Donc oui, après, les mots sont là dans le débat public, on les utilise. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure avec Naïma, qu'elle a utilisé ce terme dans une tribune avec David Lisnard. Donc ils sont aussi là pour être employés, ces mots-là. Après, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait le choix de l'employer? Effectivement, Sonia, comme vous le dites, c'est toujours pareil, c'est un mot pour que nous, journalistes, commentateurs, en parlions sur les plateaux et qu'on ne parle plus forcément du fond des problèmes. C'est toujours pareil. Et après, les actes ne suivent pas. Non, mais surtout, c'est un aveu d'échec. Oui, parce que quand on est au pouvoir, on constate cela et il faut se poser des questions. Je vous donne tout de suite la parole. On va faire un détour et rejoindre notre journaliste sur place, Élodie Huchard. Élodie, on a parlé de l'hommage, de l'émotion, la cérémonie qui démarrera à partir du moment où le président de la République va sortir de l'établissement, du commissariat. Il est en train, Élodie, évidemment, de s'entretenir avec chaque famille de ces 3 policiers, de les réconforter, des mots aussi à l'égard évidemment de ces familles endeuillées qui ont leur importance. Oui, évidemment, Sonia. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne sait pas précisément quand commencera la cérémonie, parce que le président ainsi que son épouse passent un moment avec chacune des 3 familles, évidemment, dans son entourage. On nous dit que le président prendra le temps nécessaire et que donc la cérémonie débutera à l'issue. Le président de la République qui a tenu à être là aujourd'hui, à la base, il avait un déplacement prévu dans le Var, mais il a voulu être là pour cet hommage. Évidemment, nous dit-on dans son entourage, pour rendre hommage à ces 3 policiers, mais plus largement, le président de la République veut rendre hommage à tous ceux qui portent l'uniforme et il veut parler de violence contre tous ceux qui portent l'uniforme, qui symbolisent la République et la défense de nos valeurs, nous dit-on, au sein du cabinet du chef de l'État. Et puis, on nous dit aussi que cet endroit ici, l'école nationale de police de Roubaix, n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est là qu'Emmanuel Macron avait lancé le Beauvau de la sécurité. Et c'est là aussi que se forment évidemment les futures forces de l'ordre. Donc un chef de l'État, on le voit, qui veut rendre hommage aussi à tous ceux qui servent l'État et qui ont été très fortement endeuillés. Et puis, effectivement, il passe beaucoup de temps avec les familles et c'est bien normal. Les familles, d'ailleurs, qui ont demandé une discrétion totale. Tout est hors presse et évidemment, c'est une discrétion qu'on ne peut que comprendre, Sonia. Évidemment, cela va de soi. Je vous remercie, Élodie, pour toutes ces précisions. C'est pour ça que le mot qui a été employé, alors, ce sont des circonstances. Là, nous sommes en train de vivre une tragique loi des séries entre ce qui s'est passé à Roubaix, ce qui s'est passé à Reims et puis bien au-delà. Et donc, le président de la République emploie ce mot de décivilisation. Précisons que la décivilisation, Maxime Thibault, c'est quand la violence, la barbarie est la seule réponse dans une société. Donc, quand vous en êtes votre chef d'État d'un pays, je veux dire, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec ? En tous les cas, une introspection obligatoire. C'est le triste constat que le chef de la nation voit qu'une partie des membres de cette nation la quitte. Parce que la décivilisation, c'est lorsque une partie des membres considère que les principes et valeurs qui fondent et font la cité ne sont plus ceux qui les représentent. Donc oui, c'est un constat d'échec que d'entendre cela de la bouche du président de la République. Et en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu hors sujet. Parce que la cause de cet accident tragique n'est pas la décivilisation. C'est une mauvaise gestion de la sécurité routière en France. Vous avez des gens qui prennent la route sous un état de stupéfiance ou... Mais derrière, c'est la banalisation de ces stupéfiants dans toute notre société. Alors, il y a la banalisation, donc, une forme on est de d'accord, décivilisation. Qui est la banalisation, qui est de la consommation d'alcool. Ok. Moi, la vraie difficulté, c'est que je ne comprends pas comment une personne qui est dépendante aux stupéfiants peut continuer d'avoir son permis de conduire en France. Pourquoi il n'y a pas un meilleur suivi médical ? Pourquoi, dans ce pays, à chaque fois qu'on a des drames routiers, on n'a pas de vraie loi qui agisse ? Et pourtant, les policiers qui ont l'habitude d'être sur le terrain savent quelle loi devrait être prise. Et j'aurais préféré, sincèrement, avoir peut-être une annonce du président de la République sur la sécurité routière, parce qu'il y a de vrais enjeux à répondre,
plutôt que de repartir dans un débat un peu politique qui, en l'occurrence, ne s'y prête pas. Denis Jacob, vous partagez ce constat ? Oui, je le partage. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement, donc moi, je ne demande pas et n'attends pas du président de la République qu'il fasse des annonces. C'est pas le lieu ni le moment. Mais il est vrai qu'après cette journée, il va falloir très sérieusement poser des questions. Mais très sérieusement, c'est-à-dire que depuis tout ce temps, elles ne sont pas posées ? Si, elles sont posées, Sonia Mabrouk, mais le débat, c'est que vous avez une parole publique relayée par les médias, dont certains portent la légalisation du cannabis. Et donc, c'est totalement contradictoire. On ne peut pas s'émouvoir d'un tel accident en disant c'est bien dommage, il était sous l'emprise de la drogue, et d'un autre côté, avoir des personnes publiques, des associations qui portent le principe de légalisation du cannabis. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de prévention. Forcément, c'est interdit. Donc on ne va pas faire de la prévention par des spots médiatiques sur un sujet qui est interdit. Mais pour l'alcool, moi je me souviens, dans ma jeunesse, on voyait régulièrement des spots publicitaires sur la prévention de la consommation de l'alcool. Un verre, ça va. 3 verres, on voit les dégâts. On se souvient de cela. Et bien, il y a la question de l'alcool. Sur les paquets de cigarettes, vous avez plein d'images pour dissuader, pour faire peur. Sur l'alcool, on n'a pas tout ça, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est prévention, pédagogie en milieu scolaire. Parce qu'aujourd'hui, alors on a ces deux individus qui étaient connus des services de police. Mais cette femme qui a tué cette fillette il y a 2 jours à Trappes... Elle était aussi sous emprise de cannabis. Et on nous dit, oui, mais on prend du cannabis dans un moment festif. On prend de l'alcool dans un moment festif et après on va prendre la voiture. Et c'est pour ça, tout un discours. Sonia, permettez-moi, c'est pour ça que moi, au titre de mon organisation, c'est pas le moment, mais je le dis quand même, je soutiens la démarche de Gérald Darmanin, de dire il faut étudier via le législateur la création de l'homicide routier. À un moment donné, il faut poser cette question. Effectivement, c'est rendre hommage aussi aux victimes. Bien sûr. En requalifiant, parce que c'est ça. Ils veulent qu'on prenne en compte. Oui, mais c'est un débat sémantique. Oui, mais par exemple, je voudrais juste revenir sur cette histoire, parce que c'est kafkaïen, en fait. Du fait que la drogue est interdite, on ne fait pas de prévention. Mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est non-assistance à personne en danger. On ne fait pas de spot publicitaire. Oui, mais regardez, mais je vous donne un exemple. Il y a énormément au niveau de l'État, des collectivités, des appels à projets sur des tas de thématiques. Notamment même que les collèges, parce que je pense que ça doit commencer au collège, peuvent aussi se saisir. Aujourd'hui, on ne le fait pas sous ce prétexte-là. À un moment, peut-être qu'on doit se dire, arrêtons cette posture et faisons vraiment une prévention. On a des structures. S'il vous plaît. Mais je sais, Sonia, vous avez raison, Naïma Fadel. Non, vous avez raison. La prévention. Mais je réfléchis à ce que vous dites. Retirer le permis de conduire, mais il va conduire quand même. Oui, enfin, exactement. Celui qui a tué le jeune homme, le fils de M. Aleno, n'avait pas le permis. Non, mais puis c'était un délinquant, il a volé une voiture. Donc vous dites, on va finir le toxicoman. Mais donc c'est une prise de conscience généralisée qu'il faut. Et arrêtons l'hypocrisie. Plus que ça, mais vous avez raison. Quand on a un débat sur la légalisation, on est dans une société démocratique, on a le droit de parler de ce sujet. Mais enfin, il faut parler aussi des conséquences dramatiques et il faut donc assumer tout ce qui est en train de se passer. Et vous savez, il y a plein de tabous. Bonne chance pour qui assume ça. Avec la sécurité routière, il y a plein de tabous. Vous savez, l'un des premiers accidents sur l'autoroute de contresens, ce sont des personnes âgées. On l'oublie très souvent, mais c'est vrai. C'est-à-dire que prendre une voiture... Les accidents contresens sur autoroute, je parle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui monte dans sa voiture doit avoir conscience qu'elle est dans une arme par destination. Elle peut tuer des gens. Bien sûr. Et je pense que le vrai problème, c'est que la prévention du trouble à l'ordre public, c'est-à-dire la garantie de la sécurité routière, elle doit se faire à tous les niveaux. Et qu'on doit avoir un débat à tous les niveaux sur la conduite d'un véhicule motorisé. Pourquoi ? Parce qu'une personne âgée qui n'est plus apte à conduire est tout aussi dangereuse que ne peut l'être une personne sous stupéfiants, que ne peut l'être quelqu'un sous alcool, que ne peut l'être quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire et qui prend la voiture. C'est l'ensemble de ce problème qui doit être pris dans sa globalité. De la drogue, les ravages cognitifs, notamment du cannabis. Du stup. Plus de 40% de consommation des jeunes mineurs. Mais la légalisation du cannabis. Pourquoi on ne peut pas le voir ? Pardonnez-moi, parce que vous dites tabou. Non, nous avons en grande partie une société qui est imbibée. Il faut le dire. Les ports français sont devenus, c'est même plus des portes d'entrée aujourd'hui, c'est des portes d'installation de la drogue, le Havre, etc. Et donc vous avez une société imbibée. En partie, je fais attention, de stupéfiants, c'est toutes les classes sociales. Vous avez raison d'évoquer le caractère festif aujourd'hui, mais ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quasiment quotidien pour certains. Oui, on est dans une banalisation.
Vraiment. Mais il faut de toutes ces substances et donc, c'est auprès de dans les esprits. Complètement. Et leur interdire, c'est liberticide. Je ne conduis jamais. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'alcool, vous prenez 1, 2, 3 verres. Non, mais attendez, c'est interdit quand même. Hein. Pardonnez-moi. Le débat sur la légalisation. Ceux qui veulent légaliser, il faut qu'ils assument jusqu'au bout. Vous dites, vous êtes pour la légalisation, c'est votre choix politique de le défendre. Mais derrière, vous devez dire que vous ne prendrez jamais la route. Pourquoi ? Parce que le cannabis a des effets sur le très long terme. Il détruit le cerveau. Vous avez envie de vous détruire le cerveau, c'est votre problème. Mais vous ne prendrez jamais la route. Le problème, c'est qu'on est hypocrite. J'assiste encore le ravage du cannabis sur les jeunes scolarisés, c'est l'échec scolaire massif aujourd'hui. Et donc, il faudrait... Mais enfin, sur la route, Naïma, pardon, mais moi, j'en ai rien à faire de ces jeunes. Je pense je dis pas le contraire, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui... Ça, c'est aux parents, en fait, d'éduquer aussi les enfants. Évidemment, mais les parents... Mais je suis d'accord avec vous, ce que vous dites. Mais à ce moment-là, qu'on autorise à ce qu'il y ait de la prévention... On est d'accord, sur toutes les structures, et notamment au collège, et pourquoi pas dépistage. Mais c'est pour ça que l'emploi des mots est important et que le président de la République sait très bien, quand il a employé ce mot à la veille de cette cérémonie des civilisations, qu'il y aura tout ce débat, y compris sur la drogue, pas seulement sur les violences. Alors, Alexandre, on en est encore là en France, c'est-à-dire à se dire, est-ce qu'on est d'accord sur un mot après des années d'immobilisme, d'attentisme ? Heureusement encore qu'en France, on débat d'un mot aussi grave. Mais moi, j'aimerais bien qu'on agisse avant de... Ah oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais parce que c'est pas le rôle du président. Le président n'est pas un philosophe, décliniste, conservateur, qui va venir dire qu'il y a un processus de décivilisation. Je ne parle d'absolument personne. Mais moi-même, le terme de décivilisation, on est nombreux à en parler, à l'écrire depuis fort longtemps. Et effectivement, alors je ne sais pas si ce mot appartiendrait plus à Norbert Elias qu'à Renaud Camus ou vice-versa, j'en sais rien. En tout cas, il est dans le débat public. Et compte tenu de l'évolution de la civilisation occidentale, même plus généralement que la France et de l'Europe de l'Ouest ces dernières années, il me paraît tout à fait approprié. Le problème, c'est que le président de la République, il vole les mots, il les dérobe, il les vide de leur sens et il n'en fait rien. Et c'est ça le problème. Le président de la République, il a tout dit et son contraire. Et moi, ce qui m'agace, c'est la versatilité endémique du macronisme. Il dit le maréchal Pétain était un grand soldat. Il dit la France a commis des crimes de guerre en Algérie. Il dit lien entre il n'y a pas immigration et délinquance, puis il change d'avis. Voilà, il y a un lien entre immigration et délinquance. Il met le mot souveraineté dans le ministère à Bercy. Enfin, je peux vous faire un super bingo. Je vous prends 30 déclarations du président de la République. Il y en a qu'on classera à l'extrême droite, d'autres à l'extrême gauche, d'autres chez les déclinistes, d'autres chez les très optimistes. Je n'en sais absolument rien. C'est un gloubi-boulga idéologique terrible. Et c'est fait exprès parce qu'Emmanuel Macron, je ne veux pas ici lui porter offense, est un homme très intelligent. Et donc il sait précisément que l'emploi de tous ces mots contradictoires ne fait pas une politique ou un axiome idéologique, mais fait une bonne communication. Et effectivement nous permet de disserter. Peut-être qu'il y a un virage chez le président de la République. Peut-être a-t-il pris conscience du processus de décivilisation. Et tantôt, peut-être a-t-il pris conscience du racisme systémique grâce à M. Ndiaye. Vous voyez, c'est une grosse magouille, c'est une grosse ficelle. Et moi, ça me casse les pieds. Et un dernier exemple, Paul, qui colle à la police. Il a dit dans un premier temps, dans un entretien à Brut, qu'il y avait des violences policières. Et puis il y a quelques jours dans Le Parisien, il rejette ce terme de violence policière, expliquant que les violences ne sont pas systémiques. Donc même sur la police, aujourd'hui, effectivement, il affiche son soutien et il pouvait être nulle part dans n'importe quel autre endroit que celui-ci aujourd'hui. Mais voilà, il n'a pas toujours eu le même discours, y compris sur les forces de l'ordre, contrairement à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous avez raison, mais sauf que lui, ça l'oblige. C'est-à-dire qu'un président de la République qui dit cela, ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, nous avons écouté, peut-être vous également, la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, qui a lu la lettre qu'elle a envoyée au président du Sénat et donc à l'État en parlant de responsables irresponsables. Et là, nous sommes au summum de ce qui est de plus tragique dans notre pays, un attentat terroriste, un professeur décapité, et elle pointe tout ce qui n'a pas été fait par peur d'amalgame, etc., etc. Mais à ces gens-là, qu'est-ce que vous allez leur dire des civilisations mais elles demandent déjà la vérité. Mais vous voyez, on est tellement loin, en fait, notre débat, je pense, nous tous. On théorise, tellement on fait des constats, mais on n'agit pas. Par rapport à la situation de gens qui ont perdu leur Sonia, moi, leur frère, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Moi, je parlerai aussi de déshumanisation, en dehors de la décivilisation. Honnêtement, parce qu'il y a tellement d'individualisme sur toutes ces questions que nous sommes en train de vivre. On peut parler aussi de barbarie quand les gens sont agressés, voire tués pour un portable, pour un vol de sac. On est dans un phénomène sociétal qui nous dépasse, pour la majorité d'entre nous, humainement. Navré, mais quand on n'a pas d'empathie et d'altruisme,
je ne dis pas que ce sont des humains en fait qui agissent comme ça. Quand on ne pense qu'à soi, quand on est égoïste ou qu'il n'y a que l'appât du gain qui compte, pour moi, c'est ne plus être un humain. Mais Emmanuel Macron oublie quand même qu'il est l'une des premières causes de la décivilisation aussi. Là, vous y allez fort. Et non, parce que la liste à la Prévert nous a très bien fait Paul Melun tout à l'heure, du en même temps permanent, de dire que, comme disait Gauthier tout à l'heure, qu'il y a les violences policières, mais que les policiers sont aussi responsables de violences. Ce en même temps permanent, je suis désolé, il désacralise aussi la parole publique, il désacralise l'autorité publique. Henri Guénaud l'a dit il y a peu de temps sur votre plateau, en expliquant que l'autoritarisme permanent d'Emmanuel Macron faisait tomber l'autorité et faisait tomber l'autorité de l'État. Donc, en fait, Emmanuel Macron, il fait le constat d'une politique dont il est aussi la cause. C'est vrai que c'est polymorphe, la décivilisation. C'est polymorphe. La volonté politique. Mais d'ailleurs, la volonté, c'est polymorphe parce que... Par exemple, pardonnez-moi, sur le cannabis et les stupéfiants, vous avez parlé à juste titre, Naïma Fadel, des collèges. Mais dans ce cas-là, allons-y. Vous faites des dépistages surprises. Le cannabis dans les collèges, lycées, vous y allez 2 fois par s'occuper de leurs enfants. Et vous y allez. Et dans ce cas-là, responsabilité des parents. Sauf que, allez expliquer dans notre société qui va faire les tests. Comment vous allez entrer dans l'enceinte, soi-disant sanctuaire qui ne l'est plus de l'école, et qui va assumer de le faire? Pas Monsieur Papendiaï. Ben voilà. Donc il y a un problème. Or, il n'y a que comme ça que vous allez voir précisément les ravages. Sonia, parce que je voudrais juste nuancer les propos de Maxime. Ça fait 40 ans que je travaille sur ces questions-là. Moi, je l'ai vu, la décivilisation, dans les années 80. Le début de la décivilisation. Mais il y avait du laxisme. Il y avait toujours un regard où pas de vague. Il faut mettre la poussière sous le tapis. Et ça a continué. Regardez la situation qu'on a aujourd'hui. Quand le docteur Maurice Berger, dans son livre, il a été attaqué. Docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, qui travaille dans les centres renforcés, d'éducation renforcée, centres fermés, etc. C'est avec lui, d'ailleurs, qu'on a fait la tribune. Lui, il parle de cette violence des jeunes qu'il a vue, de cette violence extrême de gamins de 11-12 ans qui sont prêts pour un regard, pour n'importe quoi, à tuer et qui n'ont même pas une compassion. Il cite une maman d'un gamin et quand le docteur Maurice Berger dit « mais vous avez vu la souffrance de la maman ? C'est pas grave, elle oubliera ». De le citer. Pourquoi ? Vous vous rendez compte ? Déshumanisation, l'autre n'est plus l'autre et, j'allais dire, c'est presque plus paroxystique avec les forces de l'ordre, ou d'ailleurs tous ceux qui portent un uniforme, c'est que l'autre devient l'ennemi, devient le camp adverse au moment où nous voyons le président de la République qui s'avance dans cette cour de l'École nationale de police de Roubaix.
Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France, Monsieur le Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la métropole, Monsieur le Directeur général de la police nationale, Monsieur le Préfet de police, en général, Madame la directrice de l'ENP de Roubaix, Mesdames et Messieurs les représentants de l'autorité judiciaire, Monsieur le contrôleur général, Monsieur le commissaire général du commissariat central de Roubaix, vous, les chefs et les collègues de Paul, Stéphane et Manon, vous, leurs familles, Mesdames et Messieurs, devant la douleur de leurs familles, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. Ce 21 mai était un dimanche, comme vous en connaissez tous, qui représente pour beaucoup de Français la liberté d'un repos familial et amical, et qui représente pour d'autres le devoir de servir encore, de parer aux malheurs et aux crimes qui peuvent frapper chaque jour indistinctement. Les seconds, sentinelles des premiers. Ce dimanche matin, il était 6 heures au commissariat de Roubaix quand la nouvelle est tombée. Il fallait emmener une jeune fille à l'hôpital Jeanne de Flandre pour un examen médical et pour déterminer si elle avait été agressée. Paul Medeiros, Steven Greblach et Manon Rau ont pris place dans le véhicule bleu et blanc de la police nationale, aux côtés de cette adolescente qui avait besoin de soins et de réconfort. Ils s'engagent alors sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq en direction de l'hôpital, à contresens, à tombeau ouvert, un véhicule qu'ils ne pouvaient ni voir ni prévoir. Au volant, un chauffard alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants. C'est la collision. Dans le fracas des tôles froissées, Manon, Steven et Paul rendent leur dernier souffle. À 24 et 25 ans. Au cœur de l'exercice de leur métier, dans sa grandeur quotidienne. Comme tous ceux qui, à leur tâche, chaque jour, servent inlassablement les Français. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a 3 jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation. Comme nos 3 gendarmes tués à Ambert à l'hiver 2020. Comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage. Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent, qui méritent respect et considération et dont le quotidien, fait de dévouement, n'est jamais exempt de risques. Paul Medeiros aimait cette terre du Nord où il était né. Il avait vu comme une chance d'avoir été affecté ici, au commissariat de Roubaix, parce qu'ici il se savait utile.
s'attaquer à la délinquance sur la voie publique, retrouver les personnes qui devaient rendre des comptes à la justice. Là étaient ses valeurs, celles de sa famille, modèle d'intégration républicaine. Dans la brigade J3, il avait rencontré plus que des collègues, des amis fraternels. Et une rencontre plus belle encore que les autres, sa compagne, qui attend leur premier enfant. Chère Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître et qui sera pupille de la nation. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux. Steven Greblack, lui aussi, servait la France avec la conviction ardente que chaque intervention peut changer les choses et sauver des vies. Il avait manifesté la même joie quand il avait été affecté à Roubaix, non loin de sa famille, à Denain, près d'Amandine. Ancien de l'Épide de Cambrai, il n'abandonnait jamais. S'investissait dans chaque interpellation avec la brigade de mandat et de recherche, allant jusqu'à escalader murs et gouttières pour rattraper un criminel condamné, pour qu'il purge sa peine, pour que justice soit faite, pour que l'ordre républicain règne. Pour fêter le premier anniversaire de son fils Robin, dans quelques jours, son père ne sera pas là. Mais il y aura la grande famille de la police, parmi laquelle je vois comme un honneur d'être présent aujourd'hui, à vos côtés, parmi vous. Cette chaîne fraternelle, toute sa vie, lui rappellera quel héros discret était son père, teinté de pudeur et de dévouement. En mémoire de lui, Robin sera pupille de la nation. C'est pour la France aussi que Manon Rau avait choisi cette vie de service. Elle avait fait sien ce territoire de Roubaix, si proche de sa région du Douaisis. Manon rêvait de la police équestre. Elle avait le goût de la randonnée, de la nature, des animaux, des défis, des chevauchés. Mais sa grande aventure était la police, qu'elle avait choisie entre 1000 autres destins. Elle avait gagné l'estime de toute la brigade, dans laquelle elle allait, à 24 ans, être titularisée dans quelques jours. Votre fille, votre sœur, votre compagne n'avaient pas fait le choix de la facilité, du confort et des routes rectilignes. Elle avait fait le choix du cœur, la police qui protège, au service des plus vulnérables sur un terrain difficile. Manon, Steven et Paul étaient 3 enfants de la République. 3 jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics. Ils avaient conscience tous les 3 que les premiers à souffrir de l'insécurité sont les plus fragiles, ceux qui ne peuvent se défendre seuls, que les premiers à pâtir des trafics de drogue sont les familles, les jeunes qui choisissent l'argent facile et tombent en esclavage, que les premières victimes de la violence sont toujours les enfants, les femmes battues, les plus vulnérables, comme cette jeune fille qu'ils accompagnaient vers l'hôpital ce dimanche matin.
alors dans cette cour où, il y a quelques mois, aux côtés de votre ministre, je dessinais devant vous l'avenir de votre police nationale, inspiré par vos travaux, pour lui donner des moyens et des ambitions nouvelles et réaffirmer nos exigences. Je veux vous redire le respect et le soutien de la nation tout entière. Et devant tous nos jeunes qui ont choisi de servir la République et ont rejoint l'École nationale de police, je veux vous redire que vous n'avez pas simplement choisi une carrière, un métier, mais bien un engagement. Et cet engagement est digne et beau. Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres, tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent, méritent respect et considération. Aujourd'hui, nous accompagnons 3 familles dans la douleur, tant de collègues dans la peine et 3 jeunes enfants de la République dans leur dernière demeure. Autour de vous, Stephen, Paul, Manon, les clameurs se sont tues. À la vue de vos 3 cercueils, n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. Demeure la douleur et le respect profond. Hommage à tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres, pour prendre soin des autres et leur venir en aide. À ceux que leur mort nous donne en exemple. Puissions-nous y trouver la force de faire notre devoir chaque jour, où que nous soyons, quelle que soit notre mission et notre quotidien, pour nous montrer dignes d'eux et de ce qu'ils défendaient. Gardien de la paix, Stephen Greyblack, gardien de la paix, Paul Medeiros, gardienne de la paix, Manon Rau. Nous vous nommons capitaine de police et au nom de la République française, je vous remets les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Présentez. Armes. Drapeau, sans votre garde. Gagnez votre emplacement.
Capitaine Paul Medeiros, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Steven Greblack, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Manon Rau, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Aux morts.
Repos. Rejoignez votre garde. Repos. Reposez. Armes. Repos. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes.
opposés. Armes. Repos. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs les invités, vous êtes priés de garder votre place pour les honneurs au drapeau. Et à la vue de ces images et de cette cérémonie, on est évidemment tous saisis par une profonde, une réelle tristesse, terrible destin que ceux de Manon, Steven et Paul. Ils sont capitaines de police, chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est le deuil des Français, a dit Emmanuel Macron, qui a dénoncé les comportements inacceptables, irresponsables, pardonnez-moi, qui tuent. Rappeler que c'est un chauffard alcoolisé et sous l'emprise des stupéfiants. Insister sur le respect et l'affection à ceux qui servent et qui protègent.
Il a également évoqué, le président de la République, un contexte de violence à l'égard des agents publics emportés dans l'exercice de leur mission. On va en parler, un discours, un hommage, et après, ça c'est la suite, mais avant le débat et les questions, c'est évidemment, je vais vous laisser parler, Denis Jacob, puisque ce sont vos camarades, vos collègues, votre famille. Il y a les mots du président et puis il y a évidemment tout ce qui sort de cette cérémonie, tout ce qui transpire de cette cérémonie. Et puis vous l'avez vécu ici même et on le sent en vous regardant. Oui, c'est compliqué de reprendre la parole après une telle cérémonie empreinte d'émotion. 3 frères d'armes qui nous ont quittés, bien évidemment, trop souvent à assister à ce genre de cérémonie, beaucoup trop souvent, malheureusement. Et puis saluer quand même, il faut le dire, le discours du président de la République, qui a été à la fois fort et sobre dans les propos. Et je pense que c'est à souligner dans une telle circonstance, dans un moment fort d'unité et de solidarité nationale. Je le disais tout à l'heure, et je pense qu'on est tous d'accord parmi la police nationale, parmi mes collègues, pour dire que ce moment était important de prise de parole du chef de l'État. Et que nous espérons que ce genre de prise de parole sera beaucoup plus fréquente et dans d'autres circonstances qu'une cérémonie comme celle-là, empreinte de solennité et de tristesse. 24-25 ans. 24-25 ans, leur vie a été, si je puis dire, appréhendée, pour ne pas dire résumée, difficile de résumer une vie, par le président de la République. Ils ont été faits capitaine de police, chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. On a vu aussi, c'est très très important, parce que quand il y a eu le passage en revue du président de la République, puis ensuite on va parler des mots qui ont été utilisés. Maxime Thiébaut, on a échangé à ce sujet. Il n'y avait pas seulement des policiers, et ça c'est très très important de rappeler, qui étaient également présents. Effectivement, alors la prise de vue actuelle ne permet pas de s'en rendre compte, mais quand Emmanuel Macron a fait le tour, il y avait aussi des formations de gendarmerie, des formations de pompiers, il me semble avoir vu la sécurité civile. Et les premiers mots du discours, qui étaient très forts et très sobres, vous l'avez très bien souligné, du président de la République, ont été à destination de l'ensemble des forces de sécurité intérieure et de l'ensemble des agents publics. Et il a même souligné le décès de cette infirmière, dont c'est un très bel hommage au service public qu'a fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Et aux agents, effectivement, de l'État, à tous ceux qui finalement incarnent la République et une mission. Et puis, il y a les mots, Gauthier Lebret, il y a la dénonciation des comportements irresponsables qui tuent, le chauffeur alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. Évidemment, ici, ce n'est pas le lieu pour décrire d'éventuels ou de faire d'éventuelles annonces. Enfin, quand même, le président a fait une sorte de lien, de continuum avec les faits, non pas les faits divers, mais les faits de société tragiques que nous sommes en train de vivre ces derniers jours. Sans faire pour autant de la politique, l'heure était vraiment à l'hommage. Le portrait, effectivement, de ces 3 policiers. Il a fait pupille de la nation Robin, le fils d'1 an de Steven, du policier Steven. On rappelle aussi que la compagne de Paul est enceinte actuellement, et que Manon allait être titularisée dans les prochains jours. Et on parlait tout à l'heure de la décivilisation, quand le président faisait de la politique hier. Je rappelle que le passager qui s'en est sorti de la voiture qui a percuté et tué ces 3 policiers a agressé un pompier quand on est venu le secourir. Et un autre type de décivilisation, je viens de voir à l'instant sur les réseaux sociaux que le mouvement d'extrême gauche Attaque a appelé à faire une casserolade aujourd'hui à Roubaix, en marge de cet hommage. Donc vous voyez, il y a des degrés de décivilisation. Ça va de brûler la maison d'un maire à s'en prendre à un pompier qui vient le secourir, à faire des casserolades quand on rend hommage à 3 jeunes policiers qui viennent de tomber dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pour ça que lorsque l'on dit unité et solidarité, cela va de soi pour une écrasante majorité des Français, mais ça ne couvre pas la réalité, Paul Melun, des divisions, des fractures, des débats qui vont reprendre, des invectives, de tout cela. Ça, c'est bien réel. C'est toute la puissance et la solennité d'hommages comme celui-ci. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à illustrer l'unité de la nation, la concorde, la fraternité,
à nos morts et à ceux qui, comme l'a fort justement dit le président, servent et protègent les Français. Donc là, on a une image de l'unité nationale qui ne doit en rien être entachée. C'est une journée sacrée, c'est un sacré laïque. Et effectivement, ce que nous dit Gauthier quant à d'éventuelles initiatives qui pourraient venir ou qui auraient pu venir parasiter cet hommage et cette concorde, c'est absolument ignoble, c'est absolument inacceptable. Bon, l'ignominie faite, voilà, l'abjection totale. Donc, et je pense qu'il ne faut même pas mettre de coups de projecteur là-dessus parce que je pense que ce sont des gens qui ne le méritent pas et qui doivent probablement, je l'espère, n'est-ce pas le symptôme aussi et précisément. À côté de cette concorde et de cette fraternité qu'on appelle ici tous de nos voeux, il y a le réel et le poids écrasant du réel sur nos vies, sur les vies de ceux qui nous protègent, sur les vies de ceux qui servent l'intérêt général. Effectivement, le président de la République a pris un certain nombre d'exemples, il a parlé de l'infirmière, etc., etc. Et effectivement, tous les agents du service public sont les garants de cette unité nationale et sont aussi, et c'est ça qui est terrible pour eux, les catalyseurs de cette décivilisation. Ceux qui reçoivent sur leurs épaules toutes les misères, tous les périls de l'époque contemporaine. Et c'est la raison pour laquelle ce sont souvent les premiers à subir la violence, à subir les agressions, à subir les brimades. Et c'est pour ça qu'on doit tous se tenir à leur côté. Mais c'est important parce que Emmanuel Macron fait là le lien. Il évoque vraiment le contexte de violence à l'égard des agents publics emportés dans l'exercice de leur mission. Ce fut le cas pour ces 3 policiers. C'est un accident, mais il fait le lien avec d'autres événements tragiques, avec ce qui s'est passé à Reims. Donc, il le place aussi, c'est important, Gauthier, dans une sorte de continuum, dans une sorte de, d'histoire dont il faudra tirer des conséquences et des effets politiquement, socialement, etc. Plus 30% les agressions sur les élus. Plus 20% les agressions sur les personnels soignants. Donc on est dans une augmentation des agressions de ceux qui représentent l'État ou de ceux qui servent l'État. Donc effectivement, vous parliez tout à l'heure de la loi des séries, c'est bien triste que de le constater, mais on a une infirmière effectivement qui meurt poignardée par un déséquilibré qui aurait dû être sous contrôle judiciaire depuis 6 ans et qui ne l'a pas été puisqu'il n'en est pas à sa première agression. Et on a 3 policiers percutés par quelqu'un qui est également récidiviste, qui est aussi décédé dans l'accident, mais qui était sous l'emprise d'alcool à 2 grammes, à plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang, et qui était sous l'emprise du cannabis. Donc oui, et on sortait d'une séquence où on a longuement parlé d'un maire qui vient de démissionner, dont la maison a été brûlée alors qu'il était en train de dormir avec son épouse et dont les deux voitures ont été brûlées. Ça aurait pu aussi très très mal se terminer. Et là où l'État n'a pas été aussi à la hauteur pour protéger ce maire, comme sans doute l'État n'est pas à la hauteur sur les questions de psychiatrie, pour en revenir à cette infirmière. Comme il ne l'a pas tuée. été, mais pour parler il y a quelques années, lors de la décapitation et de l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Le maire de Saint-Brévin avait fait un parallèle. C'est normal, les hommages sont essentiels, nous devons sanctuariser et respecter ce temps. Mais aujourd'hui, il y a une impatience, voyez-vous, je veux dire, ça bouillonne, on a envie de voir les faits, les décisions, elles ne sont pas faciles à prendre, ça ne se décrète pas, l'autorité ne se décrète pas. Quand on parle de ce que vous avez évoqué, Gauthier, c'est-à-dire attaque, qui affirme qu'il faudrait une casserolade, c'est-à-dire comment peut-on expliquer à des gens comment se comporter la dignité? Pour reprendre vous le terme, vous ne l'avez pas. Pour reprendre le terme du chef de l'État des civilisations, quand on l'a compris au bout d'un moment, quand vous avez des gens capables d'aller faire une casserolade quand on rend hommage à Jean Moulin, eh bien vous avez des gens du même sans doute profil qui sont capables d'aller faire une casserolade quand on rend hommage à 3 policiers qui viennent d'être tués. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut dire d'abord qu'on a tous, évidemment, et c'est la moindre des choses, écouté sans un mot cette cérémonie, j'allais dire presque religieusement, avec beaucoup d'émotion, parce qu'on a tous en tête le destin de ces 3 jeunes qui peuvent être pour certains nos enfants ou nos frères ou des gens de notre famille. Et d'ailleurs, nous avons tous plus ou moins un policier que nous connaissons ou dans la famille. Donc, je veux dire, on plaque sur nous-mêmes la réalité de ce que vivent ces familles endeuillées. Je voudrais juste vous dire que j'ai ma nièce qui s'engage pour être commissaire de police et un neveu qui veut être militaire et j'espère pour lui faire partie des forces spéciales. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, évidemment, et on voit aussi la sacralité de ces moments-là. Ces cérémonies nous rappellent combien on a besoin de sacralité. Hein.
et que certainement que depuis une quarantaine d'années, on a tout désacralisé en fait. On voit bien que l'autorité de l'enseignant, le médecin, le maire, c'était quelque chose. On a petit à petit tout désacralisé par une espèce d'idéologie qui a petit à petit pénétré la société et qui a en fait tout désacralisé et qui fait qu'aujourd'hui même on se dit mais pourquoi des rituels, effectivement le laxisme aussi qu'on a vu vis-à-vis aussi des parents par rapport à l'éducation des enfants, parce que avant d'être des adultes ce sont des enfants et donc la place et l'éducation, moi j'ai vu l'accompagnement qui était mis en place pour aider les parents à éduquer, etc. Ça fait une quarantaine d'années, donc on est la conséquence aussi, Sonia, des différentes politiques malheureusement, qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un, il faut le dire, l'ensauvagement, mais aussi dans une barbarie. Alors, mais quand il y a ces mots-là, la question que l'on vous pose, c'est ensuite quelles conséquences? Quand vous êtes à la tête de l'État, on va en parler, parce qu'il y avait évidemment le ministre de l'Intérieur qui, lui, n'a jamais eu de mal, il faut le reconnaître, à évoquer ces thèmes. Il a souvent été d'ailleurs caricaturé, moqué, extrême droitisé par certains. Et voilà que le président le rejoint aussi sur sa ligne. Nous allons en parler, mais tout d'abord retrouver Élodie Huchard. Élodie, vous l'avez évidemment vécu sur place avec beaucoup d'émotion, nous-mêmes ici en plateau, et puis nos téléspectateurs devant leur écran. Faut-il le rappeler, une hommage empreinte de beaucoup d'émotion et de tristesse aussi, eu égard évidemment à l'âge de ces policiers, à la manière avec laquelle ils se sont engagés, évidemment, dans cette mission. Oui, Sonia, vous lisiez beaucoup d'émotions ici. Le chef de l'État, on le rappelle, qui a tenu à être présent. Rien ne l'y obligeait. Il avait par ailleurs un engagement déjà prévu, mais il a voulu rendre hommage à la fois, évidemment, à ces 3 jeunes policiers, mais aussi plus largement, et il l'a dit tout au long de ces 15 minutes de prise de parole, à tous les agents qui servent et protègent les Français, a dit Emmanuel Macron. Je vous livre juste 2 passages de ce qu'il a pu évoquer. Il a parlé évidemment de la peine de la famille, mais aussi du deuil des Français et de la nation tout entière. Il faudrait que le silence suffise, mais parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dit-il, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent, parce que le chef de l'État a aussi voulu avoir un discours sur les violences, sur ces comportements irresponsables qui ont mené à ce drame. Plus loin, il ajoute: autour de vous, les clameurs se sont tus. À la vue de vos cercueils n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. On nous disait dans son entourage déjà depuis hier que le chef de l'État voulait que ce soit un discours beaucoup plus large, qu'il voulait rendre hommage à tous ces agents et qu'il voulait aussi dénoncer tous ces comportements. Et puis un moment d'émotion, évidemment, particulièrement, Sonia, quand il a rendu hommage l'un après l'autre à ces 3 policiers, qu'il a parlé un petit peu de leur parcours, de leur famille aussi. Il avait rencontré ces familles juste avant la cérémonie, bien évidemment à huis clos, loin de nos caméras, mais il a tenu à avoir un moment avec chaque famille aussi pour dire le soutien de la nation. Et on le rappelle, vous le disiez, Emmanuel Macron, qui était accompagné bien sûr de Gérald Darmanin, qui aurait pu tout à fait présider lui-même la cérémonie. Il était aussi accompagné de son épouse Brigitte Macron. Merci beaucoup Élodie pour ces précisions et les mots forts, vous avez raison de le rappeler, du président de la République à la fin. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Moi j'étais interpellée par ces mots, j'imagine vous également, ce n'est pas commun. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Oui, c'est un message du président de la République pour renforcer encore plus le soutien de l'État envers la police nationale, puisqu'en l'occurrence, c'était la cérémonie pour 2-3 collègues, mais aussi de manière un peu plus subliminale, un soutien à l'ensemble des agents de l'État. Une réponse à tous ceux qui, matin, midi et soir, pour certains, disent que la police tue, que la police... Voilà. Tout à fait. Je pense que le message je ne vais pas rentrer dans le message plus politique du discours. Nous, on attendait, c'est pas nouveau, on a été reçus lundi à l'Élysée, comme tous les autres syndicats de police, justement, pour faire part de l'inquiétude des policiers par rapport au soutien de l'État. Nous avons été rassurés. Il y a eu un engagement très fort qui a été pris lors de notre audience pour réaffirmer le soutien du président de la République. Ça s'est fait dans le cadre, malheureusement, je dirais, de cette cérémonie qui aurait pu se
faire dans d'autres circonstances. Mais c'était important qu'il souligne que c'était vive la police. Denis, là, c'est normal de le respecter, c'est une cérémonie posthume. Vous avez de plus en plus d'impatience, je dirais, par rapport à ces cérémonies pour demander des actes. Et il faut dire ce qu'il en est. Vous avez évoqué tout à l'heure Paul Melun. C'est vrai que le président de la République a commencé quand même son mandat par d'autres prises de position. Sur la police. Parce que ça ne faisait pas partie de son logiciel. Vous parliez de M. Darmanin. Fort heureusement qu'il y a une conversion, une lucidité. Il vient de la droite. C'est un peu tardive, mais elle est là. Exactement. Et de toute manière, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, comme vous le disiez, Naïma, tout à l'heure. Il y a un moment donné, il ne faut pas faire preuve, évidemment, d'aveuglement, sans jeu de mots facile me concernant. J'ai trouvé ce discours, comme vous, fort, respectueux. En fait, nous devons faire union nationale dans un moment tel que celui-là. Mais ça ne veut pas dire, sous prétexte de ne pas avoir une polémique aujourd'hui, et heureusement, ça s'appelle de la décence. Moi, comme je sais, beaucoup d'entre vous aussi, j'y suis très attachée. Ce que vous disiez sur Attaque, c'est la définition de l'indécence. Il y a un moment pour tout dans la vie. Et on ne doit pas polémiquer une fois de plus sur un drame tel que celui-ci. Mais ça n'empêche que demain, si je puis dire métaphoriquement parlant, on ne doit pas faire preuve non plus de laxisme. On doit se poser les bonnes questions et agir sur ce qui est en train de se passer, sociétalement parlant. Pour vous en priorité, mais par effet par rapport à nous en tant que citoyens. Mais notre débat a montré tout à l'heure une forme d'impuissance. Certains disent délit routier, très bien, le débat est sémantique. D'autres disent retireront le permis, on sait bien que ils vont quand même conduire sous l'emprise de stupéfiants. D'autres disent qu'il faut un sursaut sociétal qui va prendre des années. Est-ce qu'on peut rêver en réalité, que va-t-il annoncer ? Que peut-il annoncer ? En tout cas, cet hommage il est évident qu'il est important. On peut espérer qu'il fasse des annonces. Pardonnez-moi, je vous ai donné tout à l'heure un exemple, comparaison de vos paraisons. Mais il y a eu, et fort heureusement, après l'assassinat de Samuel Paty, c'était un hommage, c'était un choc terrible. Oui. Que s'est-il passé ? Laissons aux hommages leur vertu d'hommage et à la vie politique sa vertu de vie politique. La vertu de l'hommage, c'est aussi le sursaut. Sauf que c'est rarement le cas. Malheureusement. Et alors, comment faire Sauf que la société va mal. On est vraiment fracturés. Et aujourd'hui... Non, mais vraiment, je pense sincèrement, Sonia, et je peux l'observer, je crois que je suis comme vous tous, et on peut l'observer dans nos différents domaines, le pays va très mal. Le pays est dans un état où, aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne conscience de cette fracture et cet état de violence et de barbarie et d'ensauvagement. Et aujourd'hui, il ne doit pas avoir la main qui tremble. Parce qu'aujourd'hui, mais je vais vraiment... Est-ce que c'est le gouvernement qui a la main qui tremble ? Est-ce que c'est la justice ? Est-ce que je ne sais pas. Le gouvernement doit faire en sorte, en tout cas, que la justice soit au rendez-vous aussi, effectivement. C'est le gouvernement qui... Aujourd'hui, c'est le président de la République qu'on a mis à la tête de l'État et qui doit avoir le souci de protéger l'ensemble des Français et de protéger aussi la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, moi, je crains vraiment qu'à un moment, on arrive à ce que malheureusement la République ne soit plus garante de la paix civile. Et c'est ça qu'on doit craindre. Et aujourd'hui, c'est la responsabilité. Ce matin, ce que disait Michael Paty était très fort. Elle disait l'irresponsabilité des politiques, des responsables. Des responsables, les responsabilités des responsables. Et ces mots sont très forts. Parce que quand vous lisez le livre, et je l'ai lu pendant mes vacances, donc c'était un peu dur, je vous avoue. Le livre de Stéphane François Simon, c'est poignant. Oui. C'est poignant parce que vous vous rendez compte que cet homme a été abandonné. Sur les derniers jours de Samuel Paty. Alors, il est vrai, ce n'est pas du tout. Oui, mais bien sûr. Ce que nous sommes en train de dire, vous et moi, c'est-à-dire quelle suite, quelles conséquences, une fois qu'il y a une unanimité, l'hommage, l'émotion. C'est évidemment pas la même chose, mais c'était pas la même chose non plus pour le maire de Saint-Brévin. Et c'est lui le premier qui a fait ce parallèle avec Samuel Paty lors de son audition au Sénat à laquelle j'ai assisté, qui était un moment très fort où il raconte quand il envoie une première lettre au sous-préfet, une deuxième, une troisième. Parfois, elle reste lettre morte. On lui refuse la protection policière, justement. Donc oui, évidemment, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contexte. Mais en fait, il y a une espèce d'abandon de l'État qui correspond à plusieurs affaires. Il y a une responsabilité politique dans le climat de violence dans lequel on est. C'était le cas notamment pour le maire de Saint-Brévin ou pour le petit-neveu agressé de Brigitte Macron. Mais cet abandon se retrouve à chaque fois. Quand vous tendez le micro aux enseignants, on vous dit on a des atteintes à la laïcité.
de plus en plus nombreuses. Alors certes, on les décompte, mais il y a aussi la loi du silence, le pas de vague, donc on est en deçà de la réalité et on ne nous aide pas. Et aujourd'hui, le collège de Samuel Paty ne porte toujours pas son nom. Quand vous allez voir les soignants, on vous dit qu'on entre dans un hôpital comme dans un moulin, alors que ça fait des années qu'on alerte sur la dangerosité avec laquelle on peut rentrer si facilement dans un hôpital. Et puis les policiers, aujourd'hui, brutalement tués sur la route et qui alertent depuis très longtemps sur leurs conditions de travail, ces milliers d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées, la fatigue dans laquelle ils se trouvent après des mois de contestation. Donc il y a quand même effectivement un lien sur la responsabilité de l'État qui n'est pas derrière ceux pourtant qui le servent. Vous avez très bien résumé, effectivement, et merci d'avoir cité tous ces faits pour beaucoup des chocs. Et à chaque fois, en filigrane, la question n'est pas le président de la République, celui-ci ou un autre, c'est la responsabilité de l'État. C'est une forme d'attentisme coupable qu'on ne comprend plus aujourd'hui. C'est toujours difficile de revenir à la politique après un hommage tel que celui-ci, avec un discours. On doit le faire aussi. Avec un discours du président de la République qui a été très fort et très beau. Et à juste titre, on parle du président de la République, donc de la fonction présidentielle. Parce que je suis désolé, mais moi, après ces nombreux mois de contestation, de mots, de propos tenus par Emmanuel Macron, parfois j'ai du mal à croire que la conviction d'Emmanuel Macron soit celle du président de la République. Et je me demande parfois si la personne est conforme à la fonction. Et c'est difficile de penser cela. C'est difficile de penser cela parce que si je pense cela, c'est que beaucoup de personnes partagent ce constat que celui qui doit incarner l'unité nationale n'est pas présent aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans la vie de tous les jours, quotidiennement, et qu'on a l'impression, quand on regarde Emmanuel Macron s'exprimer, que la sincérité n'y est pas. Et ça, parfois, c'est très dur lorsqu'on est chevillé au corps, la Ve République, cette constitution gaullienne. Oui, le constat que vous faisiez, Gauthier Lebret, à l'instant, est très juste. Je pense à ce procureur de la République, à Bobigny, qui a été agressé verbalement début mai. Imaginez des gens dans un prétoire s'en prendre au procureur de la République, c'était inconcevable il y a encore quelques années. C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux où cette décivilisation et cet ensauvagement s'installe. SOS qui est lancé et de non-assistance à personne, à maire en danger, à professeur en danger, à policier en danger, à représentant de l'État en danger. Et je voudrais rajouter un autre corps de métier, les travailleurs sociaux. L'État a les moyens et les capacités de protéger. Il y a aussi la violence. C'est son rôle. L'ignorance. Il a les moyens et la volonté, normalement. Sonia, il y a aussi, je vais juste rajouter ça sur tout ce qu'il a cité, Gauthier. C'est hallucinant. Les travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont agressés par les usagers, ils viennent chercher des aides sociales, les gens sont là pour les aider, pour leurs aides sociales, ils se font Là, nous agresser. parlons des représentants d'État identifiés tels qu'ils sont avec sûr. les charpes pour les maires, etc., et leur uniforme. Mais vous avez raison, on pense aussi à ces personnes. Je suis assez d'accord avec vous, bien évidemment, que les pouvoirs publics en général, pas que l'État, pas que le gouvernement, pas que le président de la République, mais les partis politiques, les élus, tous ensemble, ont un devoir d'impulser un changement, de montrer un exemple, d'assurer la protection. Mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a une responsabilité collective. Et dans la responsabilité collective, il y a notre responsabilité individuelle dans le civisme, dans le respect d'autrui, de la tolérance. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, là, c'est pas le policier qui parle, mais le citoyen, on est dans une société d'individualistes. Et le problème, c'est que vous avez le malheur de toucher quelqu'un dans le métro, même en vous excusant, vous vous faites agresser. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Oui, mais la civilité, c'est hallucinant. Laissez-le terminer. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucun respect de rien. Alors, il n'y a plus de respect du représentant de l'État. Ça, c'est un fait. Et quelle que soit la profession qu'on accomplit en tant que représentant de l'État, mais il n'y a même plus de respect de l'autre. Pardonnez-moi, mais d'où ça vient ? Parce que allons plus loin, vous dites responsabilité collective. Je ne suis pas tellement d'accord, vous avez raison, il faut qu'on... tous une introspection, mais ce sont les responsables au pouvoir qui ont un devoir d'exemplarité, même dans les mots. Et quand les mots... Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. L'exemple, ils doivent impulser l'exemple, le changement, la protection. Est plus importante mais derrière, il y a quand même... Je suis désolé. Moi, je suis d'une époque où, on savait dire bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît. Nos parents nous apprenaient à respecter l'autorité en général, à respecter le gendarme, à respecter le médecin. C'était l'éducation parentale.
bien sûr. Et la transmission aussi à l'école. Mais rappelez-vous, à un moment, on a dit... chers amis, je veux bien qu'on fasse c'était mieux avant, mais moi je préfère qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire que peut aujourd'hui un responsable à la tête de l'État... Parce qu'ici, c'était mieux avant. Vous avez raison, Sonia. Non, mais c'est tout simplement l'absence de transmission des savoirs. C'est beaucoup de choses, mais effectivement, moi je rejoignais les constats que formulait Gauthier, également ce que disait Maxime, mais une fois qu'on a dressé la liste à la Prévert des constats de tout ce qui dysfonctionne dans ce pays, et je pense que là, il faut qu'on prenne un papier et un crayon, qu'on mette tous 4 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a énormément de choses qui vont mal dans ce pays. La conjonction des crises que nous vivons aujourd'hui, il faut d'abord en faire, à mon avis, une rapide généalogie et comprendre d'où vient l'impéritie de nos dirigeants depuis plusieurs années. Et là, effectivement, moi, je ne veux pas porter la seule responsabilité sur Emmanuel Macron, mais sur, depuis plusieurs décennies, des choix qui ont été délétères ces 40 ou 50 dernières années en France et plus généralement dans un certain nombre de pays occidentaux, qui fait que l'Occident, plus généralement, traverse une crise que je peux qualifier, à mon avis, d'inédite ou de sans précédent sur ces dernières décennies, ces derniers siècles, et qu'effectivement, nous en payons aujourd'hui les pots cassés. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, on ne peut pas, c'est difficile de nommer ce collège Samuel Paty, etc. C'est un fait comme ça. J'en prends un parmi ce que vous avez cité, Gauthier, on pourrait les prendre tous comme ça. Ça dit quelque chose d'un processus très long, d'un abandon, d'une faiblesse du politique, d'une soumission. Et c'est chronique d'une soumission, de décennies de soumission. Et donc, si on ne fait pas cet exercice-là et qu'on ne voit pas sur quoi est-ce qu'on a laissé des pieds avancés, qui a l'islam politique, qui a la délinquance organisée, qui a l'individualisme rampant et à la mondialisation, aux valeurs véhiculées notamment par les États-Unis d'Amérique. Eh bien, si on ne fait pas cette longue liste, on ne comprend pas, sujet par sujet, ce vers quoi est-ce qu'on doit se rattraper, si je puis dire. Sur l'individualisme, comment est-ce qu'on recrée du commun dans la société ? Comment est-ce qu'on affirme une culture française patriotique, puissante, l'exception culturelle française. On n'affirme pas il y a quelques années qu'il n'y a pas de culture française. Absolument. C'est compliqué, voyez-vous. Le en même temps, en fait, n'est pas possible sur des sujets aussi importants, sur des sujets régaliens. Le sociologue Jared Diamond, qui a écrit La chute des civilisations, explique très bien, à partir du moment où vous n'êtes plus capable de vivre et de mourir pour vos valeurs et vos principes, en ce sens, cette civilisation disparaît. Qui, aujourd'hui, dans une société, est prêt à ce sacrifice-là ultime, à part nos soldats, femmes et hommes engagés par l'armée, nos policiers très peu. Il faut le reconnaître que c'est compliqué aujourd'hui d'appeler au sacrifice. Nos ennemis, eux, sont capables de mourir pour leurs valeurs. Ah, mais faut-il les imiter ? On peut appeler ça des valeurs. Non, il ne faut pas les imiter. Oui, alors, elles ont leur oui, là, c'est une question de personnalité, Maxime. Ah non. Une question de personne. Je ne suis pas sûre que c'est une question de population globalement parlant. Les gens vont mal depuis bien avant la Covid et on sent une résignation. Non, mais il ne parlait pas de ça. Non. Je disais que les ennemis de notre civilisation, eux, sont capables de mourir pour leurs valeurs. Ah oui, d'accord, pardon. Nous, sommes-nous capables de mourir pour nos convictions ? Sincèrement, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais Denis Jacob, vous parliez du métro tout à l'heure et j'ai un exemple de quelqu'un qui était prêt à mourir pour certaines valeurs et qui a failli mourir. On l'a reçu ce matin dans la matinale. Il est journaliste au Figaro. Il s'appelle Judicaël Irel. Il vient de sortir un livre. Il est allé porter secours à une femme victime d'agression sexuelle à la station Concorde. Son livre s'appelle Concorde rouge. Et il a été tout bonnement massacré par l'auteur de l'agression sexuelle. Et à 2 coups près, il mourait. Il a une reconstruction du visage, il a des plaques de titane. Et il racontait ce matin, pour en revenir à l'État, qu'au moment où il est hospitalisé, il y a 2 représentants plutôt de la RATP qui viennent le voir à son chevet, qui viennent prendre son numéro, ses contacts. Il se dit pourquoi ils ont pris mon numéro et mes contacts. Ils ne l'ont jamais recontacté. Il n'a jamais eu un mot de la RATP alors qu'il a failli perdre la vie pour venir porter secours à une dame victime d'agression sexuelle. Et il racontait, les gens ont assisté à la scène. Beaucoup de gens sont passés devant ce tabassage et personne n'est intervenu. C'est cette dame qui s'est allongée sur lui pour le sauver et qui a pris plusieurs coups. Et si ces coups lui avaient été donnés, il serait mort. Et il racontait même, encore plus édifiant, qu'au moment où il a fait part de son témoignage, certaines personnes le contactaient sur les réseaux sociaux pour lui dire « Oui, je vous ai vu vous faire tabasser ce jour-là, mais je ne suis pas intervenu parce que j'avais peur. » Donc ça dit quelque chose par rapport à ce que vous disiez, Maxime. Puisqu'on évoque ces différents témoignages ce matin, la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, puis on découvre à travers le livre Enquête de Stéphane Simon les derniers jours terribles de Samuel Paty, c'est-à-dire l'isolement total, la solitude plutôt, par rapport à ça, on l'a dit, les collègues et hiérarchie, c'est-à-dire qu'il en était à avoir un marteau sur lui que lui avait offert son père, qui était une petite trousse en réalité de bricolage. Il avait un marteau, lui il connaissait l'ampleur et la gravité des menaces qui pesaient sur sa personne, et tout autour, il n'y avait rien. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire quand vous finissez vos jours en sachant que le pire peut arriver.
Il y a forcément c'est un l'État. dysfonctionnement, Vous êtes professeur de la République, vous n'avez personne à mourir pour Mais en fait, la noble. décivilisation et l'ensauvagement révèlent l'impuissance de l'État. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on devrait pouvoir faire... L'État est impuissant. Il a les moyens, il a les capacités. Nous sommes la France. Par idéologie. Entre 2012 et 2015, jusqu'à Charlie Hebdo, lorsque vous parliez de l'État islamique, c'était très compliqué. Moi, je me souviens de débats à l'Assemblée nationale où vous aviez les ministres au banc qui étaient un petit peu gênés aux entournures quand des députés posaient la question de la progression de l'État islamique. Il a fallu attendre d'avoir un attentat sur le territoire national, que des journalistes soient tués pour qu'on se réveille. C'est ça qui me fatigue, c'est que par idéologie, on se sclérose dans ce pays. Justement, puisqu'on en a parlé, je voudrais qu'on écoute, c'était ce matin sur Europe 1, je trouve que c'est important d'écouter. Elle a lu, je fais rarement pardonnez-moi, la promotion des interviews. Mais je trouve que ce moment-là, il faut l'écouter parce qu'elle lit la lettre qu'elle a adressée au président du Sénat. Elle demande une commission d'enquête parlementaire, elle l'exige. Et s'il n'y a pas cette commission, toute la famille, je crois même, moi je dirais que la France le vivrait comme un double deuil. Écoutons ce qu'elle dit sur justement cette demande. Les méchants qui endossent le rôle des méchants, cela reste cohérent. Mais les gentils qui oublient d'endosser celui de gentil, comment les nomme-t-on ? Dans le cas de l'assassinat de mon frère, l'absurdité de cette situation est illustrée par la volonté en amont de ne pas faire de vagues, générant une minoration des menaces qui pesaient contre mon frère et une absence de protection. Pourquoi mon frère n'a-t-il pas été mis sous protection ? C'est en vertu de ce pourquoi que le 6 avril 2022, ma famille a déposé plainte pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Cette demande d'enquête vise effectivement des personnes occupant des postes de responsables, avec des responsables au comportement irresponsable qui ne reconnaissent aucune responsabilité. Comment voulez-vous établir des mesures correctives qui ne relèvent plus du choix, mais de l'obligation ? Bien, voilà, ne pas faire de vagues. Et les conséquences. Donc, on peut quand même être interrogé sans avoir un esprit de polémique sur les conséquences, les suites, les effets des discours et des hommages posthumes. Ce qui est pointé aussi, c'est l'incapacité de l'État, et c'était un peu le même sujet, c'est pour ça que le maire de Saint-Brévin faisait un parallèle avec l'affaire Samuel Paty, c'est que finalement, la capacité qu'a l'État à protéger et à donner des protections à ses citoyens. Mais il y a la protection de l'amont et il y a la protection de l'aval. Là, on se pense toujours sur la protection de l'aval. C'est-à-dire qu'on se dit, je suis menacé, il me faut une protection, ce qui est parfaitement légitime. Mais la réflexion, c'est de se dire pourquoi il y a dans ce pays de plus en plus de gens qui sont menacés. Et là, c'est comment est-ce qu'on fait en amont pour éviter, Naïma, vous parliez de l'ensauvagement de la société, je partage ces mots. Comment est-ce qu'on peut prévenir cet ensauvagement de la société ? Comment est-ce qu'on peut prévenir la hausse de la barbarie dans notre pays ? Et c'est là qu'on revient à la généalogie de ce qui nous a conduit là. C'est là qu'on pose les questions de l'individualisme roi, c'est là qu'on pose la question de l'ordre public, c'est là qu'on pose la question de l'immigration massive non assimilée, c'est là qu'on peut poser plein de questions, mais le problème c'est que, voyez-vous, ces questions fâchent. Et que dès lors que vous les posez, vous vous exposez au risque du bannissement moral et intellectuel, et que c'est en cela que certains ont gagné la bataille des idées. Bien, nous arrivons à la dernière minute de cette émission. Je voudrais qu'on termine avec cette image saisissante de ces cercueils qui étaient tout à l'heure sur cette place d'Armes, les cercueils de Manon, de Steven et de Paul. Et vous laissez la parole, Denis Jacob, pour conclure, parce qu'on a vu cette famille des forces de l'ordre endeuillée. D'abord, on a des pensées affectives pour les familles de ces trois policiers. Vous laissez le mot de la fin pour conclure. Je vous remercie, Sonia. Effectivement, comme l'a dit le président de la République, le silence devrait suffire dans de telles circonstances. Et je voudrais ajouter juste de vous remercier toutes et tous pour le soutien que vous avez apporté à l'occasion de cette émission, des mots de sympathie, d'émotion aussi que vous avez tenus. Et je crois que mes collègues vous en sont gré. Merci à vous. Merci. On va se quitter évidemment sur ces images. On vous remercie de nous avoir suivis. Bel après-midi sur CNews. Évidemment, nous allons venir encore et évoquer cet hommage et cette cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions.